Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis vraiment super content de t'entrer dans cette émission. Dans cette émission, avant même de commencer, je dois te souhaiter une excellente et une magnifique année. La santé, le reste, on s'en fiche complètement. Mais je vais quand même le reconnaître, c'est une année un petit peu spéciale parce qu'on est dans le flou le plus total. Je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas te dire oui, fais tes objectifs, blablabla. Non, cette année, c'est un peu particulier, surtout pour nous les investisseurs qui sont plutôt tournés vers l'avenir. Quand il n'y a pas d'avenir comme ça, je n'ai qu'une chose à te souhaiter, c'est d'avoir la bonne information au bon moment pour ne pas te retrouver dans la même situation que tout le monde. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On a sur pas mal de fronts beaucoup d'informations à suivre en ce moment. Ce n'est pas le sujet de cette émission, on est toujours dans la saison, dans la série des Qui veut être mon associé. Je te rassure, on arrive à la fin. Donc je vais avoir l'occasion après de pouvoir plus traiter des sujets d'actualité, d'autant qu'au niveau du boulot que j'avais à faire dans le back-end, dans la partie web formation, ça est en train de se relâcher, je suis en train d'arriver au bout, donc je vais pouvoir reprendre des analyses plus pertinentes. Mais du coup, là, cette année, il va falloir être vraiment, vraiment focus sur l'info et sur les infos qui vont avoir un impact pour nous directement. Donc, c'est ce que je te souhaite parce que vraiment, si tu es investisseur, c'est ce qui a le plus d'importance. Autre élément, et non des moindres, je te rappelle que pour que ces émissions vivent, j'ai besoin de toi. Prends le téléphone d'un ami et abonne-toi sauvagement à l'émission. Ou alors, là où tu m'écoutes, tu me laisses une note, des commentaires. C'est ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast. Sinon, tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres, télécharger les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Ou alors sur Amazon, la Fnac, bref, sur tous ces sites, tu peux taper Devenir riche sans argent et acheter directement ce livre. Ou alors, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il n'y a qu'une seule formation. Il n'y en a pas 10, il y en a une. Ça s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Tu cliques et on travaille ensemble. C'est aussi simple, facile, direct que ça. Sans plus de transition et d'attente, on y va direct. Qui veut être mon associé ? On va voir un peu aujourd'hui qui on a, quel est le client et est-ce que oui ou non, on lève les portefeuilles et on finance parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse dans ces émissions. Pour le prochain face-à-face, exceptionnellement, Éric Larchevêque a pris la place de Marc Simoncini. Morphée. La qualité du sommeil est extrêmement importante. Elle n'a pas été suffisamment testée. Bon, en tout cas, c'est joli, Morphée. C'est une jolie marque. Ouais, très joli. Avec Morphée, on se lève du bon pied. C'est ça. Plusieurs informations intéressantes, dont un élément exceptionnel dans cette nouvelle émission. Il n'y a pas Marc Simoncini. Voilà. D'ailleurs, au passage, c'est Marc, je sais plus comment, qui est en train de parler. Il y a quelqu'un, il y en a un d'entre vous qui m'a envoyé un message. J'ai bien rigolé. Je voudrais quand même le remercier parce que c'est vrai que je l'appelle Marc Manœuvre, sauf que c'est pas Marc Manœuvre, c'est Philippe Manœuvre. Bref, je suis en plein dans une confusion la plus totale au niveau de toute cette histoire. C'est Marc Van Hove qui parle dans les Qui veut être mon associé alors que moi je l'appelle Marc Manœuvre depuis le départ. Je ne sais pas pourquoi je fais cette confusion. Bref, merci à un gars vers l'indépendance qui m'a envoyé ce message. Je te renvoie un gros remerciement parce que c'est vrai que je nageais en plein délire et je me m'égarais tout seul avec tous ces noms que j'avais en tête. Bref. Là, on l'a compris, donc comme l'a dit Delphine, on va parler de nos nuits. Morphée, voilà, il a fait un petit jeu de mots, c'est rigolo, haha. Mais au demeurant, on va donc avoir un objet qui a un rapport avec les nuits. Alors pourquoi je sais que c'est un objet ? Bien parce que j'ai vu à un moment donné un passage, quand j'ai extrait cette partie d'émission, j'ai vu donc un objet dans les mains, donc je sais qu'il va y avoir un objet, j'en sais pas plus. C'est le seul indice que j'ai, je vous le donne là maintenant. Je trouve très intéressant qu'il n'y ait pas Marc Simoncini, j'insiste, mais il a tendance à donner le là dans cette émission. Et on va voir un petit peu comment ça réagit sans celui que tout le monde, entre guillemets, écoute. Et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Patrick Magnéto. Bonjour, je m'appelle Charlie Rousset, je suis cofondateur de l'entreprise Morphée et je m'occupe principalement de la production et de la distribution. Bonjour, moi c'est Guillaume Baraton. Je suis également cofondateur de Morphée. Je m'occupe principalement de la recherche et développement et du marketing. Aujourd'hui, nous recherchons 500 000 € en échange de 10% du capital de l'entreprise. Oh, j'ai horreur quand ça commence comme ça. Bon alors, je veux 500 000 balles contre 10%, hein, s'il te plaît, là, tu me fais un virement, là, ça va aller vite, là. Je suis certain, mais alors plus, j'aurais fait pas mal d'analyses sur ces émissions. Genre, j'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis dessus, mais ça, c'est toi qui me le diras. Mais là, j'ai la sensation à chaque fois que je vois ça qu'il nous manque des éléments. J'ai du mal à croire que tu commences par ça.
Et plus j'avance, plus j'ai du mal à y croire. Je suis certain que ça a été remonté ou coupé. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma sensation forte. Parce que sincèrement, tu me prends comme ça au réveil, avec un espèce d'objet dont tu vois pas les images, mais c'est un truc qui tient dans la main. Parce que là, on le voit vite fait. Et avec le mec qui arrive et qui te dit ça, tu te dis, il va me falloir des données, mon garçon. Parce que là, j'ai absolument rien. Et tout de suite, c'est gros. Alors en plus, je trouve assez amusant qu'il n'y ait pas Marc Simoncini, parce que j'aurais bien aimé voir sa réaction. Je ne remets pas en cause le fait que le sommeil doit être traité. Mais voilà, sans éléments autres que ce que j'ai là, je ne suis pas vraiment chaud. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément que je voudrais quand même souligner et que je trouve, comment je dirais, encore plus intéressant dans ce genre d'éléments, c'est que lorsqu'on arrive comme ça à froid sur une présentation et que tout de suite on nous demande des gros montants comme cela, on s'attend à ce que la société elle ait des gros résultats. Alors on a vu dans tous les qui veut être mon associé, parce qu'encore une fois on arrive vraiment à la fin, ça va, on va passer sur une nouvelle saison avec de nouvelles analyses et puis des discussions plus libres. Mais voilà, on s'attend avec des gros chiffres comme ça à de gros résultats. La frayeur que j'ai, je veux la partager tout de suite, c'est qu'on soit encore face à une de ces énièmes sociétés qu'on aura vues qui ne fait pas d'argent. Alors dès que je vois un proto, et c'est ce que je veux souligner, je suis quand même, très honnêtement, j'ai un bon feeling. Pourquoi ? Parce que le proto, ça coûte de l'argent. Un proto, ça coûte de l'argent. Et s'ils sont créateurs, ils ont forcément trouvé cet argent d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'ils l'ont trouvé au travers de leurs clients. C'est tout ce que j'espère à ce stade. Mais voilà, donc du positif, parce qu'il y a un proto, en tout cas il y a quelque chose. Ils ont quelque chose dans les mains qui a l'air d'être fonctionnel. Donc de ce que je vois, j'ai envie de croire qu'il y a de la clientèle derrière. De l'inquiétude, parce que quand on annonce des chiffres très gros comme ça, de ce que je vois jusqu'à aujourd'hui, quand on a des sociétés comme ça, entre guillemets, fantômes, où il n'y a rien à l'intérieur, moi en tout cas je suis très inquiet, parce que pour donner de l'argent à quelque chose où il n'y a rien à l'intérieur, c'est compliqué. Morphée, c'est cet objet qui contient 200 séances de sophrologie et de méditation guidée qui permettent de s'endormir plus facilement et de générer un sommeil profond et réparateur. Au départ, en fait, c'est moi qui avais beaucoup de stress, donc je n'arrivais pas à m'endormir ou bien je me réveillais pendant la nuit. Et il se trouve que pendant cette période, j'ai découvert la méditation et je me suis rendu compte que la méditation améliorait profondément la qualité de mon sommeil. Donc, quand j'ai rencontré Charlie il y a 4 ans maintenant, on a décidé de s'associer, de s'entourer de professionnels du sommeil et de créer l'objet le plus complet possible qui permette à tout à chacun de gérer soi-même la qualité de son sommeil. Et alors je vais faire les choses par étapes et je vais aussi être très franc comme je suis seul capable de l'être. Premièrement, et ça quand même quelque chose d'assez important pour moi à te dire. Je suis complètement conscient et convaincu que la méditation est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est aujourd'hui vraiment démocratisé, qui en plus d'être démocratisé est très largement propagé. Alors c'est pas le bon terme, mais il y a une espèce de truc autour de la méditation. J'ai cette espèce d'image que j'arrive pas à me retirer de la tête maintenant qu'il y a ces mecs qui te vendent la fortune, qui en gros te disent presque qu'il faut que tu médites, en fait, que les gens les plus riches du monde méditent. Enfin, voilà. Moi, alors, voilà, j'ai pas d'avis sur le sujet, je suis très franc avec toi, je sais encore une fois que c'est dans l'air du temps, je suis complètement neutre là-dessus, presque, j'ai envie de dire indifférent, mais c'est presque méchant, donc je le dirai pas, mais voilà, je respecte les gens qui arrivent à méditer. Personnellement, je pense que tu l'as déjà compris, vu la façon que je dis tout ça, avec cette espèce de gêne, que personnellement, la méditation, c'est comme les psychologues, en fait. C'est quelque chose, je suis totalement hermétique à ça. C'est-à-dire que pour moi, ça ne marche pas sur moi. Voilà, la psychologie, je sais que ça existe, mais je ne suis pas capable de travailler avec un psychologue. Pourquoi ? Parce que j'ai pas été fait comme ça. Mon mode opératoire n'est pas compatible avec les psys. D'abord, il m'énerve, il tourne trop autour du pot. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin qu'on me rentre dedans. J'ai pas besoin qu'on me fasse dire, voilà, soit tu me dis, soit tu me dis pas. Mais tu essayes pas de me faire dire. Ça marche pas avec moi. C'est une méthodologie qui fonctionne. Alors, il y a des gens qui vont s'énerver. Oui, Nicolas, tous les psychologues ne sont pas comme ça. Oui, c'est vrai, mais c'est un ensemble. Voilà. Ok ? Et ben c'est pareil pour la méditation. Si tu me dis, mec, mets-toi sur ce tapis, tu vas fermer les yeux et réfléchir et aligner tes chakras ou je sais pas quoi, l'inaction est très compliquée pour moi. D'ailleurs, si j'étais pas capable d'être à l'école, c'est parce qu'il fallait que je sois plusieurs heures sur une chaise. Voilà. Pour la petite histoire, j'étais en petite section, mes profs sont venus voir ma mère en leur disant, écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose pour qu'il soit fatigué, parce que là, il court au fond de la classe. Et il faut qu'on arrête ça et on n'arrive pas à l'arrêter.
Et on m'a mis au sport et c'est comme ça que je suis devenu sportif. Bon, en ce moment, je suis très énervé parce que je fais plus de sport. Bref, ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Mais en gros, si tu veux, la méditation, c'est antinomique avec ma nature profonde. Je suis un énervé de la vie. Et donc, si tu essayes de me temporiser, moi j'ai l'impression que si je m'arrête, je suis mort en fait. C'est pas forcément vrai ce que je dis, mais voilà. Bref, ce que j'essaye de vous dire maladroitement, je vais arrêter de parler de moi, excusez-moi, c'est que en fait, je suis pas très sensible à ce produit-là et que donc je vais l'analyser très froidement parce que je suis très froid sur ce coup-là. Donc, très froidement, super, ils se sont associés et en plus, ça part d'un problème et il a donc cherché à régler son problème. Il ne dort pas la nuit. Et donc, si tu veux, comme il ne dort pas la nuit, il se dit qu'est-ce qui existe ? C'est certain, je ne sais pas quel a été son process, j'en sais pas plus que toi à ce stade, mais je suis sûr que c'est ça. Du coup, il ne voit qu'il n'y a rien. Du coup, il se dit je vais créer un produit. Il s'associe avec un mec et il travaille avec des professionnels de la santé. Là, déjà, tu as un plan très simple que tu peux écrire et reproduire pour créer une boîte. J'ai un problème. Je cherche une solution. Je ne trouve pas la solution. Je m'associe avec une personne capable de nanana. Donc là, comme il a dit, distribution, constitution, blablabla. Je m'entoure de professionnels du secteur pour atteindre l'excellence. Je fais un proto, je vends. Question, est-ce qu'on a un proto dans les mains ou on a un produit fini ? Est-ce que ça a déjà été vendu ou est-ce qu'on est juste dans une levée de fonds ? On va le savoir dans un instant. Au demeurant, à ce stade, malgré ma froideur certaine, je dois reconnaître que le process est bon et qu'on est face à deux entrepreneurs qui sont dans le bon axe, qui sont finançables sur le papier, par des gens qui croient dans le truc, pas par des gens comme moi. Voilà, moi pour m'endormir, je mets ma main sur mon cœur, j'écoute les battements de mon cœur, je m'endors. Aussi simple que ça, tu veux un truc qui soit calme et en plus, comme tu te concentres sur ton cœur, ça réduit tes battements. Du coup, comme tu réduis tes battements, tu te rendors ou tu t'endors, ça marche. Tu peux l'essayer, c'est gratuit, ça m'a fait plaisir de te partager l'astuce. Pas besoin d'acheter un produit pour faire ça. Mais bref, on va voir ce qu'il en est. Allez, on les écoute. La boîte est belle. C'est un très beau produit, hein. C'est beau, c'est un beau packaging. Très très joli. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avec cette clé, je peux choisir le thème de ma séance. Il y a 7 différents thèmes au choix qui correspondent à des techniques de respiration, de body scan, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc. Chaque thème contient 8 séances différentes que je peux sélectionner avec la deuxième clé. Cette clé permet de sélectionner la durée, 8 minutes ou 20 minutes. Il y a un sélecteur sur le côté qui permet de choisir si on va être guidé par une voix féminine ou une voix masculine. Toutes les séances s'écoutent à travers l'enceinte qui est intégrée et on peut également brancher ses écouteurs. Et alors, ils ont oublié le transgenre. Je suis dans l'air du temps, les gars. Il paraît que maintenant, il y a un genre, tu sais, ni fille ni garçon. Je suis rien pour l'instant, je me cherche. Bon, bref, je parlerai pas de ça. Pas ici. Bon, ok. Ouais, alors, je suis pas surpris que la dame en rouge, l'amie Catherine, trouve ça très beau. C'est très beau. C'est un très bel objet. Je trouve ça aussi très beau, sincèrement. C'est magnifique. Donc, je le fais de l'ironie, mais c'est vrai. Sincèrement, l'objet est beau. Encore une fois, voilà, vous me connaissez, tu me connais maintenant en fait. C'est presque comme si on était potes, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan des amplis. Je rêvais de m'acheter un ampli à lampe. Je sais pas si tu vois, ça m'évoque un peu les amplis à lampe. On va peut-être pas exagérer, il y a pas de lampe, mais tu vois, ce côté très tactile avec des clés à tourner pour choisir et tout. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Je pense même qu'ils vont nous sortir un truc du genre. On n'a pas voulu qu'il y ait d'écran parce qu'on est entouré d'écrans. Le concept est pas mal. Je vais le reconnaître. Pourtant, je t'assure, je suis très froid. Hein. Franchement, je suis insensible à leur machin. Là. Mais je reconnais que c'est très très bien pensé. C'est tellement bien pensé qu'en plus, ils ont pensé donc à une voix féminine ou masculine. Pareil. Dans ma jeunesse, je me rappelle, j'avais adoré l'album de Björk. Il y avait un album hyper connu là où elle était habillée en poupée japonaise. Tu m'enverras un mail pour me donner le nom si jamais ça te revient. Je ne l'ai pas au bout de la langue, mais je l'ai encore cet album. Et cet album, je l'aimais pourquoi ? Parce que je le mettais le soir et je m'endormais. J'ai jamais écouté en entier en fait. Il m'endormait ce truc. C'était une machine à me faire dormir. Et du coup, voilà, effectivement, il y a des gens qui aiment les voix féminines pour s'endormir, etc. Moi, je voudrais juste apporter une précision parce que ça aussi, j'en ai fait l'expérience. Une des premières fois dans ma vie où j'ai constaté que la télé avait un impact sur ta vie, sur nos vies en tout cas, c'est quand j'étais plus jeune. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des télés dans ma chambre. Quand j'étais chez ma mère, j'avais une télé dans ma chambre, comme je pense beaucoup. La télé, à l'époque, on n'avait pas de recul là-dessus, donc j'avais une télé dans ma chambre. Et je m'endormais en regardant la télé. Et il s'est produit un truc. Quand j'ai déménagé la première fois, là où je suis allé,
j'avais une chambre séparée et j'avais qu'une télé. Donc je pouvais avoir la télé que dans le séjour ou que dans la chambre. Et j'avais choisi finalement d'avoir là, à cet endroit-là, la télé dans le séjour. Et du coup, j'avais plus de télé dans la chambre. Et du coup, j'arrivais plus à m'endormir parce que je n'avais plus la télé dans ma chambre. Je ne sais pas s'ils vont en parler, mais je pense que malheureusement, ce produit a un défaut qui ne sera pas évoqué du tout dans cette émission. Et c'est certain, et je vais le dire maintenant, c'est que du coup, il peut être addictif. C'est-à-dire que si tu prends l'habitude de t'endormir avec ce produit-là, tu ne pourras plus t'endormir si tu ne l'as pas. Et ça, c'est le revers de la médaille qui ne sera pas évoqué, mais qui malheureusement, ou peut-être sera évoqué. S'il est évoqué, il a un énorme avantage, qui pourrait peut-être me faire changer d'avis en tant qu'investisseur, je vais quand même l'avouer. C'est que là, on n'est plus dans le domaine d'un simple produit. On est dans le domaine de la dépendance, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui correspond à la cigarette ou à l'alcool. C'est qu'une fois que l'habitude elle est ancrée, elle n'est plus... Enfin, en tout cas, il devient difficile de s'en sevrer. Et ça, je le sais. Pourquoi? Encore une fois, c'est de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai dû me sevrer de la télé dans la chambre. Et ça a été ce processus-là qui m'a amené à supprimer la télé très jeune. Parce que j'ai réalisé que la télé, si je m'endormais avec, j'en avais besoin pour m'endormir. Et ça me dérangeait de dépendre d'une boîte inerte. Je préfère dépendre de ma femme pour m'endormir, si tu vois ce que je veux dire, plutôt que d'une télé. C'est un avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais c'est pour ça que je n'ai jamais accepté aucun écran dans ma chambre. Et quand un téléphone rentre dans ma chambre, il doit être en mode avion, tout doit être éteint. Rien ne rentre dans la chambre. C'est le sanctuaire, tu vois. Bon, un avis personnel, encore que je partage. Désolé, cette émission, décidément, est très personnelle. Mais là où je veux en venir, c'est que là, tout de suite, moi, en tout cas, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on est sur un produit qui peut devenir addictif. Parce que le mec ou la nana, si elle a l'habitude de s'endormir avec sa voix masculine ou de s'endormir avec sa voix féminine, ou si par exemple tu t'endors avec mes podcasts, tu vas voir que si tous les soirs tu t'endors avec, tu vas être obligé après de les mettre pour t'endormir parce qu'il va te manquer cette espèce de bruit de fond qui te permet de trouver le sommeil. Sauf que c'est pas vrai, c'est toi qui as créé cette habitude. C'est pas une habitude réelle, t'es pas né avec. Du coup, on est sur un produit d'habitude, un produit qui s'ancre dans la vie du consommateur et qui a un intérêt parce qu'il est difficile de s'en sevrer. Ce qui d'un point de vue, on va dire, humain, est pas forcément très bien, mais qui d'un point de vue d'investisseur est très très bien parce que tu es sûr d'avoir un retour sur investissement. Je vais voir s'ils vont parler de ça. Ça m'intéresse de voir s'ils en parlent. Au demeurant, là, ils ont parlé du bel objet. Bon, c'est cool qu'ils aient fait un bel objet, mais pour moi, l'aspect que je viens d'évoquer est beaucoup plus intéressant en termes de j'investis ou j'investis pas que le fait que l'objet soit beau. C'est mon avis personnel, mais on va voir de quoi ils vont parler maintenant. Ajustez votre posture pour vous rendre complètement disponible. Vous pouvez vous mettre sur le dos ou encore dans votre position préférée pour vous endormir. Et alors les avis des utilisateurs, ils vous disent qu'effectivement ça les apaise, ça contribue à un meilleur sommeil. Alors les avis sont excellents. Nous aujourd'hui on a 30 000 personnes qui s'endorment avec. On a fait un récent sondage qui montre que 95% de nos utilisateurs recommandent Morphée à leur entourage, le recommandent à un ami. Et plus de 75% d'entre eux l'utilisent toutes les semaines. Donc ça montre que c'est vraiment un produit qui est rentré dans leur quotidien. Tous les commentaires sur Internet sont juste excellents. Je vous invite à les consulter. Mais on a des commentaires qui sont hallucinants, vraiment. C'est-à-dire qu'on change. Il doit y en avoir aussi qui ne sont pas hallucinants. En fait, quand ils sont pas hallucinants, c'est soit qu'ils n'ont pas reçu la boîte, soit quelques personnes qui disent voilà, pour moi ça marche pas. D'accord. D'autant plus que nous, on a vraiment confiance en notre produit et on propose 60 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous l'achetez, vous l'essayez. Si au bout de 8 jours vous dites ça me correspond pas, vous le renvoyez, on vous le rembourse. Ah, très bien. Nous, on a confiance et vraiment des produits, on en a reçu très peu. Il y a peut-être une trentaine de personnes sur les milliers qu'on a vendus sur notre site internet qui nous l'ont renvoyé. On les rembourse et tout le monde est content à la fin. Quel est le pourcentage de gens qui ont, entre guillemets, des difficultés à s'endormir? Puisque c'est ces gens-là que ça touche. Une étude de l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, qui montre qu'il y a 4 millions de personnes en France qui ont régulièrement des troubles du sommeil. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est de voir un lézard se réchauffer au soleil. C'est ce qui est en train de m'arriver. Bon, on va commencer par les infos hyper intéressantes. 30 000 clients. Bon, donc on n'est pas sur une levée de fonds basique. C'est énorme, j'ai hâte de savoir le prix. Franchement, c'est super. Je pressens qu'il y a une application derrière parce qu'ils ont des données très précises sur leurs consommateurs. Ce qui est... On est dans un produit vicieux. Hein. Je ne sais pas si tu réalises, on est dans un produit très vicieux là. Hein. On est sur quelque chose... Si jamais ce produit, il y a une appli derrière qui prélève de la data... là, je suis à un doigt d'investir. Je vais lever le portefeuille finalement. J'ai beau être très froid, j'ai beau ne pas du tout être client. Eh bien, en fait, là, je t'avoue que l'intérêt, il est piqué en fait. Mon intérêt est très très piqué, très fort. Alors pourquoi ? Parce que
D'abord, bon, système de vente, bravo. J'ai envie de leur dire bravo les mecs. Vous offrez 60 jours satisfaits ou remboursés. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ils le savent. Peut-être qu'ils ne vont pas en parler, mais ils le savent. Ils savent très bien que si tu commences à prendre une habitude pour t'endormir, tu ne peux plus t'en passer. Donc, en offrant pendant 60 jours, ils ont bloqué leur consommateur. C'est-à-dire qu'il ne le rendra pas le produit. Celui qui va le rendre, comme il dit, c'est qu'il s'en est soit pas servi, soit qu'il ne l'a pas reçu, soit qu'il y a eu un autre problème indépendant de la société qui voilà. Magnifique. Mais alors, vraiment, magnifique. Ils sont la preuve. Là, tu vois, alors, tu vois, c'est l'exemple typique que tu n'es pas obligé d'être passionné pour gagner de l'argent, quoi. Je veux dire, si demain, tu parles à un patron d'une des plus grosses sociétés de tabac du monde, le mec a le droit de ne pas être passionné par son métier. Il aura quand même la passion de l'argent qu'il gagne, tu vois. Tu peux ne pas avoir la passion du métier, mais la passion de l'argent que tu gagnes. Le tabac, il n'y a aucune valeur ajoutée dans le fait de vendre des clopes à quelqu'un. Mais tu es tellement ancré dans la vie du consommateur que le consommateur ne peut pas se passer de ton produit en fait. On est à la limite de la drogue. Je t'assure, ça peut paraître exagéré ce que je suis en train de faire, mais qu'on est sur le même type de produit. Encore une fois, pour l'avoir vécu, j'ai mis relativement longtemps à réussir à m'endormir sans la télé. Et je m'en rappelle. En fait, pour que j'insiste autant, on parle de quelque chose qui date d'il y a plus de 20 ans et qui m'a marqué au point où je suis presque emballé pour investir dans cette société. Ce qui me dérange, en fait, c'est que c'est intrusif. C'est mon avis personnel. Là, à ce stade, j'ai besoin de savoir s'il y a une application. S'il y a une application, je suis embêté parce que je vois le potentiel du truc énorme et l'argent qu'il y a derrière, parce que la data sur le sommeil, elle a une valeur juste énorme. Juste pour te petit rappel, petite piqûre de rappel, qui ça va intéresser? À ton avis, quelle société peut être intéressée par une entreprise comme ça là? Je suis sûr que tu n'as pas idée en fait. Mais je te joue au jeu, vas-y, essaye de dire une ou deux. Allez, sors une ou deux entreprises de la tech qui a un énorme intérêt à avoir cette boîte à ses côtés. Eh bien, je te le donne en mille, c'est Netflix. Netflix a déclaré la guerre au sommeil. Alors que tout le monde essaye d'avoir la peau de Netflix. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, tout le monde veut s'attaquer à Netflix. Ils sont tous là, ouais, Disney Channel et tout, ils sont en mode, voilà, on veut pas se faire, je vais pas dire le mot, mais on veut pas se faire avoir par ce mastodonte qui, de mon point de vue, est irrattrapable. Je vais pas parler de ça ici, mais je veux dire, quand tu vois que l'application TF1 en France, je crois qu'elle a levé, je sais plus combien, quelques millions, et qu'eux, ils lèvent des milliards, enfin, je veux dire, c'est pas un fossé, quoi. C'est un océan qui les sépare. Donc, bref. Voilà, on joue pas dans la même cour. En gros, c'est ce que j'essaye de dire. Et même si Disney a les moyens aujourd'hui sur le papier, ils prennent un plus gros risque en cherchant à faire ce qu'ils ne maîtrisent pas, plutôt qu'à profiter de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais ça reste mon avis. Au demeurant, Netflix n'est nullement intéressé par tous ses concurrents qui l'attaquent de tous les fronts. Netflix a dit « Je veux m'attaquer au sommeil ». Parce qu'ils ont leurs données depuis plusieurs années, ils savent exactement comment fonctionne leur business. Aujourd'hui, ce qu'il leur faudrait, c'est des données sur le sommeil. Et Netflix devrait racheter cette boîte. Si jamais il y a une application connectée au petit appareil là. Parce que là, mais c'est jackpot. Même sur un échantillon que de 1 million de personnes multipliées par la planète, Netflix a le pouvoir de se déployer sur la planète. Il déploie ça en parallèle de Netflix pour collecter les données de ceux qui ne se connectent pas à Netflix. Et il compense. Tu la vois là comment on l'amène cette guerre-là? Moi je la vois bien. Et là du coup tu as presque envie de jouer ce jeu-là, quoi. C'est-à-dire que tu rentres avec eux, tu as ce plan-là, paf, tu abordes Netflix, tu leur dis regardez, moi j'ai de la donnée qui vous intéresse. J'ai le pendant de ce que vous n'arrivez pas à voir. J'ai le pendant de ce que vous cherchez à conquérir. Comment on fait pour travailler ensemble? Et tu revends derrière. Tu veux gagner de l'argent rapidement? Écoute Immobilier et compagnie. En France, on est les premiers en termes de consommation de somnifères en Europe. Donc vraiment, il y a plusieurs de nos clients qui nous disent ben voilà, je prends plus de médicaments, je prends plus de somnifères le soir. Pour m'endormir, j'utilise Morphée. A contrario, parce qu'il y a des gens qui ont des problématiques pour s'endormir, mais il y en a qui ne l'ont pas. Dans un couple, des fois, la femme s'endort très bien et le mari moins bien, ou le contraire. Est-ce que ça ne va pas empêcher de dormir l'autre? Alors, il y a deux possibilités. Soit on le pose juste à côté de son oreille, donc en fait, on met vraiment le volume au minimum, on le pose à côté de l'oreille, donc ça ne dérange pas l'autre, soit on met les écouteurs. Et donc, quand on part en voyage, on est obligé de l'amener, quoi. Ah oui, et d'ailleurs, nos clients sont combien? 35% à dire qu'ils l'emmènent avec eux en voyage. Ça m'étonne, pourquoi c'est pas 100%? Pourquoi c'est pas 100%? T'as raison. Ça devrait être 100%, ouais. Et peut-être qu'ils ont moins de stress quand ils sont en voyage. Le gars, s'il a vraiment du mal à s'endormir. Alors là, Marc de Bordeaux, tu le sens, il est comme moi. Hein. Il est froid. Lui, il est pas réchauffé au soleil. Hein. Pourquoi c'est pas 100% là? Hein? Pourquoi? Hein? Réponds.
c'est normal. Je veux dire, là, moi, encore une fois, j'ai le beau rôle. Hein. Je suis assis derrière un truc, j'analyse ça, j'ai accès à d'autres informations, je peux faire des recherches. Là, ils sont dans un truc, c'est quand tu as un investisseur qui te pitch, c'est plus stimulant. Donc, il y a un contexte. OK. Mais là où je veux en venir, c'est que les doutes, je les comprends. Marc de Bordeaux, Marc Van Hoof, n'est pas emballé. Ce que je peux que comprendre, moi, c'est en train de changer tranquillement, mais quand même difficilement aussi, parce qu'effectivement, on n'a pas encore assez d'éléments sur le produit. J'aimerais bien savoir combien ils ont, parce que si j'ai bien compris, ils en ont vendu 30 000. J'ai ma calculatrice, elle est prête là. Tu vois, j'ai le 30 000 qui est écrit. Je voudrais savoir par quel prix je le multiplie, parce que le prix m'intéresse beaucoup. Si c'est un produit qui se vend, pour moi, il y a une barre entre plus et moins de 50 et une autre barre entre 100 et en plus et moins 100 euros. Et après, il y a au-delà de 100 euros, en dessous de 100 euros. Il y a en dessous de 50 euros, au-delà de 50 euros. Il y a deux espèces d'accroches sur ces produits-là. On va voir un peu combien ils vendent ça. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il lui a répondu, c'est qu'il y a des gens carrément qui prennent plus des somnifères. Les somnifères, c'est un vrai enjeu. Beaucoup de gens qui prennent des somnifères, j'allais dire la plupart, mais c'est pas vrai, mais beaucoup de gens qui prennent des somnifères sont au courant que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour leur santé. Donc, si tu veux, je pense qu'effectivement, là aussi, on a encore un argument de vente auprès des consommateurs qui n'est plus que pas négligeable. Ça, c'est un vrai enjeu. Si demain, tu me croises, tu prends des somnifères et je te dis, mais mec, moi, je prends plus de somnifères parce que j'utilise Morphée, voilà. Bon, ben, tu vas l'acheter tout de suite. Enfin, ça dépend du prix. Bon, je vais pas continuer plus cette partie-là. Ce que je veux savoir maintenant, c'est le prix. Et comme j'ai coupé il y a une seconde et que je sais ce qu'elle va dire, je sais que Catherine, la dame en rouge, là maintenant, va demander le prix. Et oui, je veux savoir le prix, donc play. Vous le vendez combien? Il est vendu 79 €. Et il vous coûte combien à fabriquer? On ne peut pas communiquer là-dessus, mais par contre, on peut vous dire qu'on fait une marge d'autour de 35%. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de baisser le prix de production ou vous avez déjà atteint un prix plancher? On va pouvoir diminuer le prix de production de 10%, 15%. On va pouvoir économiser aussi sur la logistique. Forcément, plus on emmène des gros conteneurs, moins ça nous coûte cher. Donc c'est là-dessus, mais on va pas pouvoir couper le prix en deux. Et pourquoi 79 €? C'était un prix que vous avez placé un petit peu comme ça? On a fait une étude de marché. Une fois qu'on a eu un prototype, on l'a présenté aux distributeurs, aux clients de l'autre côté. Et on s'est rendu compte que c'était le prix où nous, on pouvait s'en sortir et l'entreprise pouvait continuer d'être viable, d'être rentable. Et où de l'autre côté, les consommateurs s'y retrouvaient et pouvaient acheter un produit qui était pas non plus hors de prix. C'est complètement déconnecté, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas de truc Voilà, relié, exactement. une montre. Là, on est dans la digital detox. Ouais, c'est l'objectif. Le téléphone, c'est considéré comme le pire ennemi du sommeil. Ça crée de l'agitation, ça maintient un état d'alerte. La lumière bleue qui est générée par le téléphone, elle empêche la sécrétion de mélatonine. Donc nous, on a vraiment voulu créer un produit qui soit déconnecté, qui soit dédié au sommeil. Notre conseil, c'est au moment d'aller se coucher, le téléphone, le mettre en dehors de la chambre. Et là, avoir un produit qui est dédié, où on a un contenu créé par des professionnels. Enfin, voilà, ça faisait sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un moyen de se mettre en mode avion sur son téléphone et de faire une app qui fait, j'ai envie de dire, quand même la même chose? Vous avez une distribution, tout de suite, on ne parle plus 30 000 ou 50 000, mais on parle tout de suite en 500 000, 1 million, 10 millions, et ce, sans aucun objet physique et tout de suite chez tout le monde. En fait, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient ces apps et qui avaient ce système de mode avion et ensuite ils lançaient leur séance et qui nous envoient des messages et qui nous disent vraiment merci d'avoir fait un objet parce que moi, le téléphone il est en dehors et j'ai même pas la tentation de m'en servir. Il y a aussi deux autres points, c'est tout le côté cadeau, c'est-à-dire qu'on n'offre pas une application mobile ni pour Noël ni pour la fête des mères et nous c'est deux moments où on vend énormément. Donc ce côté cadeau où on peut offrir ça à quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est le modèle économique. Le prix moyen des applications, c'est des abonnements, c'est 84 € par an. Nous, avec 79, on a 200 séances et on peut s'en servir pendant plusieurs années. Donc il y a aussi ces deux aspects qui, je pense, jouent dans la balance. Bien vu. Il y a une certaine satisfaction à utiliser le... Puis même le fait oui, de... ça rappelle un objet physique, même un peu vintage. Bah, tu remontes ton réveil de quand t'étais petit, quoi. Bon, alors j'ai laissé ce long passage parce qu'en un passage, on a quasiment toutes les réponses à toutes les questions que je me posais. Et je trouve que on est sur un sujet hyper intéressant. Alors déjà, si je ne m'abuse, avec leurs 30 000 ventes, ils ont fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, en 4 ans. Donc c'est pas... Enfin, il faut voir après le détail parce qu'il y a eu un comment dirais-je, tu fais 30 000, je le fais avec toi, hein, tu fais 30 000 fois 79, ça fait 2 370 000. Si tu fais 2 370 000, même s'il y a eu du dev, etc., tu divises par 4 ans, ça fait 600 000 euros par an. C'est pas exactement comme ça qu'on calcule parce que, en gros, si tu veux, peut-être qu'il y a eu 2 ans de développement, 2 ans de mise en vente. Donc en réalité,
Les 2,3 millions, ils les ont fait en 2 ans, ce qui laisse présager que la boîte va faire plus et amortir du coup le développement de départ. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'application attachée au produit parce qu'il y a un souci derrière d'être cohérent par rapport à l'utilité et au message qu'ils veulent délivrer avec leurs produits. Je suis sur leur site en même temps que je te parle. Je trouve ça vraiment génialissime, la façon dont ils ont abordé la chose. Je vais être tout à fait franc avec toi. Pourquoi je trouve ça génialissime? Je vais te l'expliquer. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple, moi je considère que ma chambre est un sanctuaire, qu'à part un lit, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre dans ma chambre. Donc par exemple, je vais être aussi tout à fait franc avec toi, typiquement ils peuvent toucher un mec comme moi en fait. Parce que du coup, c'est vrai que je reconnais que en fait ça pourrait ne pas me déranger. Ce côté, comme ils ont dit, vintage, je remonte un vieux réveil. Notre génération à nous, on est touché par ça. Moi, j'ai remonté moi, j'avais des montres à gousset quand j'étais petit. Je les remontais. Si ça a été bien fait, effectivement, leur appareil pourrait me rappeler ce genre de choses et je pourrais être intéressé par ce type de produit. Bref, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que je comprends, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec de Blablacar qui leur fait la remarque qu'aujourd'hui, une application permet une diffusion à plus grande échelle, plus simple, scalable, duplicable. Ça existe déjà. Qu'est-ce que vous apportez? Je comprends complètement. Mais en fait, justement, leur réponse, elle est ultra pertinente. Ça ne correspond pas aux besoins. Tu ne peux pas dire à des gens « endors-toi mieux » grâce à ton téléphone. C'est un non-sens. C'est comme si tu disais à un écolo pollue moins, roule en 4x4, diesel des années 70. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pétrole ne peut pas rentrer dans l'équation de « je veux moins polluer ». Il doit être sorti de l'équation. Il y a d'autres solutions, mais pas celle que de l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui. Là, de la même façon, le téléphone doit sortir de l'équation parce que il est trop dans l'équation, justement. Il bloque le sommeil. Voilà. D'ailleurs, au passage, je tiens à te le signaler. Si quand tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone dans les mains, si le soir avant de te coucher, tu prends ton téléphone dans les mains, laisse-moi te dire que tu as un problème. Tu as un problème. Et c'est pas la peine de venir dire je bois pas, je fume pas si tu fais ça en fait. Parce que oui, tu bois pas et tu fumes pas, mais tu es drogué à ton téléphone. Et attention, aujourd'hui, tu as vu, il y a des applications, moi je l'ai, on a tous les applications de temps, de passage devant le téléphone, tu vois. Je vais essayer de regarder parce que ce truc-là apparaît une fois par semaine sur mon téléphone. J'ai toujours du mal à le trouver. Moi, je trouve ça très intéressant comme information parce que, oui, effectivement, voilà, regarde le temps. C'est un truc, c'est ouf. Regarde le temps quotidien moyen que quelqu'un passe. Moi, par exemple, je peux passer jusqu'à 2 heures par jour sur mon téléphone. Mais c'est lunaire en fait. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est dramatique. 2 heures, c'est énorme. 2 heures par jour fois 365 jours. Je passe 730 heures par an sur mon téléphone. Si je divise par 24, je passe 1 mois par an sur mon téléphone. Et j'ai autre chose à foutre que passer 1 mois sur mon téléphone. D'ailleurs, putain, je me demande bien ce que je fous avec mon téléphone tous les jours. J'ai pas l'impression d'y passer 2 heures. Et franchement, je le dis en toute transparence. J'ai pas l'impression de passer 2 heures par jour sur mon téléphone. C'est mon téléphone qui me le dit. Il a plus raison que moi sur ce coup-là. Je te rassure, je cherche pas à le contrarier, le truc. Il sait ce qui compte. Par contre, du coup, c'est là où je veux en venir. Cet appareil, c'est un iPhone killer. Et je trouve que le concept est vraiment pas mal. Et je suis plus emballé parce qu'il n'y a pas d'application derrière. Mais je suis plus mitigé parce que si on y a adossé une app qui vient prendre l'info pendant que le mec dort, ça a plus de valeur derrière. Tu vois le problème? Et là, on déterre un nouveau problème qu'on n'a jamais eu entre les mains depuis qu'on fait ces émissions ensemble. C'est que comment faire quand dans les mains, tu as de l'or, tu as de l'or en barre dans les mains, d'accord? Comment faire quand tu as de l'or en barre dans les mains et que tu fais le choix de ne pas utiliser cet or en barre? Alors à ton avis, je vais te poser une question. Pourquoi ils ne doivent absolument pas m'écouter sur ce que j'ai dit tout à l'heure? Même si je sais qu'ils pourraient devenir très riches très vite. Pourquoi? Je vais te le dire, c'est très simple. Ils ne doivent pas m'écouter parce qu'ils trahiraient leurs clients. Aujourd'hui, s'ils existent, c'est grâce à leurs clients. Et ils ne doivent absolument jamais trahir leurs clients. Si ils arrivent à développer ce produit sans ne jamais y adosser une app qui collecte de la data sur le sommeil, ils vont réussir ces gars. Ils vont réussir, je te le dis. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre. Quand Steve Jobs sort l'iPhone, il possède l'entreprise numéro 1 de vente d'iPod dans le monde. Quand Steve Jobs sort l'iPhone, il décide de tuer l'iPod.
Sa décision n'a pas été de dire « je tue l'iPod ». Sa décision a été de dire « je suis l'acteur du 21e siècle. J'œuvre pour mes clients ». Et ce choix de base au départ, je ne peux pas te l'apprendre. Je peux pas te l'apprendre. Et même moi, je ne peux pas savoir ce que c'est parce que moi, je serais tenté peut-être. Peut-être que tu me mets ça dans les mains et que je me dis que j'ai envie de revendre ça à 2 milliards à Netflix et l'affaire, elle est pliée, je m'en fous de mes clients. Mais on est seul face à nous-mêmes dans ces cas-là. Et c'est pour ça que les gens qui parlent des riches, ils ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière. Parce qu'un riche, il peut devenir encore plus riche. Et il n'y a pas de limite en fait quand tu sais comment marche l'argent. Il n'y a pas de limite. Ces mecs-là peuvent tripler, multiplier par 10 ou par 100 leur valeur de leur boîte rien qu'avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'ils adossent une application qui collecte de la data sur les phases de sommeil sans téléphone. Ils vendent la boîte à Netflix, ils deviennent très très riches. Et la tentation, elle est là en fait. Pourquoi ils ne vont pas le faire? Parce qu'ils ne veulent pas devenir riches en soi. Ils veulent changer quelque chose pour leurs clients. Et ça fait toute la différence en fait. Et ça, voilà, il faut y être confronté. Peut-être que tu prendrais l'argent. Peut-être que tu ne prendrais pas les clients. Il y a beaucoup de gens qui, à la place de Steve Jobs, seraient restés assis sur l'iPod en fait et n'auraient pas sorti l'iPhone. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Mais Steve Jobs a toujours favorisé le client. Et franchement, je suis super content qu'il y ait cette émission parce que je n'ai pas l'occasion de te le dire. Favorise ton client. Ils ont raison. Il faut absolument… Et tu vois, comme ils répondent aux investisseurs, ils répondent très bien. Franchement, plus ça avance, plus j'ai envie de leur donner du pognon. Alors 500 000. Maintenant, il faudrait qu'on voit le chiffre d'affaires. Marge de 35%. Je fais mes petits calculs. À mon avis, ils font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour moins d'1 million d'euros de résultats. Derrière, il y a une équipe. J'ai un peu vu leur site. Ils sont quand même quelques salariés. Je pense qu'effectivement, ils ont besoin de lever des fonds pour passer un cap. On ne sait pas encore ce qu'ils veulent faire de l'argent. J'espère, franchement, à force, tu vas avoir l'habitude, mais j'espère pas une campagne de pub. Hein. J'espère. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Ils sont, pour que tu situes à peu près, 3 et 3, 6 et 1, 7. Ils sont 7 personnes à faire tourner la boîte pour plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins d'1 million d'euros de marge. Je vais te faire quand même un calcul rapide, personnel, mais rapide, pour voir si c'est bon. Voilà, 5. En fait, leur boîte, elle dégage pour 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a 2 de trop. Et si les 2 fondateurs ne prennent pas des gros salaires au détriment de leurs employés, c'est pour ça que ça fonctionne. À mon avis, ça doit être ce genre de montage-là. Ils sont un petit peu justes. À mon avis, la levée de fonds, elle est due à ça. C'est mon avis personnel. Je peux me tromper. Mais ça me semble cohérent. Peut-être pour augmenter la marge d'un côté, ça serait ça le plus intelligent. Et sûrement pour développer un autre produit. Alors là, je triche un peu parce que j'ai vu leur site. Ils ont développé un autre produit. Et c'est très malin. Je vais t'en reparler dans un instant. On écoute la suite. Vous avez fondé l'entreprise à quelle date? Il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est distribué dans plus de 80 magasins d'une chaîne de magasins bien-être, Nature et Découverte. On est également présent chez Boulanger et bientôt chez Cultura. En 2018, nous avons déjà fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, nous allons faire 4 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la société, c'est quoi le pourcentage de la masse salariale dans le bilan, dans le dernier bilan? On est seulement 2 salariés. D'accord. Vous faites 4 millions d'euros de vente à 2. On va faire 4 millions. Waouh. Donc c'est vraiment que votre produit, il est dingue. Oui, il marche. C'est ça vraiment qui fait bien. les ventes. Vous n'avez pas fait de communication particulière, vous n'avez pas fait de grosses campagnes de pub. En fait, jusqu'à maintenant, on était presque toujours en rupture de stock. Donc on n'a pas communiqué. En fait, c'est seulement les réseaux de distribution qui ont, eux, communiqué. Et donc là, vous allez fabriquer combien de Morphée? Là, on a une production de 55 000 en cours. Ok, en plus des 30 000 que vous avez déjà vendus. Ah, je suis bluffé là. Là, je suis bluffé. Et franchement, les deux là, ils devraient faire une formation de dropshipping. Je sais pas pourquoi ils sont pas déjà sur YouTube, les gars. On est 2, on fait 4 millions. Je me suis complètement foiré sur mes chiffres. Hein. Je me suis fié à ce qu'ils ont dit. Je me suis totalement foiré. Déjà, je suis perturbé parce qu'ils ont… J'ai presque envie de réécouter l'émission. Il a dit qu'ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans. Alors, moi, je pense que… Alors, tu vois, là, ce que je vais faire, c'est pas bien. Je vais pas remettre en doute je vais pas remettre en doute leurs paroles, mais je pense qu'il y a du storytelling. Je pense que, concrètement, la boîte, elle a été créée il y a 2 ans, mais c'est certain qu'ils ont travaillé sur le proto un peu avant. Enfin, je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas. Mais c'est très très bien, hein, au demeurant, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Pour aller plus loin, j'ai pas besoin de cet élément. Mais dans le discours, il y a une incohérence de mon point de vue en termes, tu vois, de succession des choses. On décide de s'associer il y a 4 ans, je suis certain que je l'ai entendu, donc je vais pas réécouter, je suis vraiment sûr de moi. Et ils disent que la société, elle a été créée il y a 2 ans.
Donc ça veut dire qu'il y a eu 2 ans de maturation de projet. Alors certes, et ça je veux quand même le préciser, bien évidemment si tu crées une boîte et que pendant que tu crées la boîte, tu ne déposes pas les statuts parce que tu peux te permettre de le faire. Parce que c'est possible. Et d'ailleurs je te le conseille, c'est très sain ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être testé le produit à petite échelle sans forcément le déclarer ou comme ça pour voir un peu. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même un risque et je le comprends très bien encore une fois. Et créer la boîte quand tu valides l'hypothèse, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est j'ai une hypothèse, je la mets en place avec les moyens du bord, je valide mon hypothèse, je déploie. Et le déploiement se fait après, ça, on découvre, c'est une aventure. L'aventure, c'est le déploiement, c'est pas la validation de l'hypothèse. La validation de l'hypothèse, il faut la faire le plus rapidement possible. Ce qu'ils ont fait, comme ils ont validé leur hypothèse, bim, première année 500 000, deuxième année 4 millions, donc du coup, tu vois, si je reprends mes chiffres, du coup, je me suis trompé. Il me suffit de les multiplier par 2, même un peu moins parce que... Fais voir, attends, je vais multiplier quand même pour qu'on voit le multiple, pour que je multiplie justement 1.5. Ouais, un peu plus, 1.7. Fais voir, j'aime bien être précis, tu m'en veux pas, je le fais, ne m'en veux pas. C'est parce que, voilà, 1.7, on est d'accord. Donc je prends mes chiffres, je les multiplie par 1.7. Je les redivise par le coût du salariat qu'ils ont. Et voilà, ils peuvent être 9 et ils sont 7, donc la boîte, elle est ultra rentable. Donc c'est bon en fait. Ils ont une marge de 2 personnes qui peuvent encore embaucher à l'heure actuelle, au moment où ils font l'émission. Il n'y a rien à dire. Putain les gars, faites une formation de dropshipping les mecs. Vous allez devenir millionnaire. Oh yeah. Ouais. Franchement bravo. J'ai l'étrange sensation que ça ne va pas marcher. Parce qu'ils ont en phase 2, je pense, des investisseurs qui sont un peu dépassés par tout ça. On est clairement sur un concept what the fuck. Franchement, j'y crois. Personnellement, c'est fou de le dire, alors que je suis complètement hermétique à ça. Mais j'ai tendance à croire à tout ça et je pourrais y mettre un petit peu d'argent. Maintenant, c'est vrai qu'ils demandent une grosse somme. Là, ils ont une commande de 50 000 pièces en cours, donc il va falloir les écouler. Mais s'ils la font, ma foi, c'est qu'ils se sentent capables de le faire. On repart sur on repart sur un nouveau 4 millions. Donc ça veut dire que là, on repart sur le même chiffre pour l'année d'après, avec une base de clients qui communiquent déjà sur le produit et avec, comme ils ont précisé, aucune communication marketing publicitaire qui ont pu être faite. Ce qui laisse au produit une marge, mais énorme. Et ça aussi, c'est un très bon indicateur pour toi. Quand tu veux te lancer dans une activité, ce que tu dois faire, c'est ne pas communiquer justement. Parce que la communication doit venir en second temps. Et là, avec toutes les émissions que j'aurais faites sur l'entrepreneuriat, tu dois commencer à en tirer des conclusions personnelles. En gros, hypothèse, validation d'hypothèse avec une vente, parce que c'est ça qui valide l'hypothèse. Et le déploiement se fera au travers de la publicité pour aller toucher plus large. Ne me fais pas l'inverse en commençant à acheter du stock sur quelque chose que tu n'es pas sûr de vendre. Il y a trop de gens qui encore aujourd'hui font ça. Ne t'embête pas. Quoi que tu fasses, produis-le dans la quantité la plus minimale possible, c'est-à-dire un exemplaire ou 2 exemplaires, mais pas plus. Et essaye de vendre ce que tu n'as pas plutôt que de faire l'inverse. Et c'est vraiment important que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer parce que l'erreur est faite en permanence. Maintenant, trouver des niches comme celle-là, on ne va pas rêver, c'est pas tous les jours que ça arrive. Bravo à eux. Mais comme tu l'as entendu au tout début, il a un problème qu'il a solutionné. Bon voilà, j'ai envie de te dire, c'est une évidence. On écoute la suite et on voit maintenant qui va lever le portefeuille ou pas, à moins qu'il y ait encore des questions. Personnellement, c'est bizarre, j'ai un drôle de sentiment, mais je pense que voilà, 500 000 euros, c'est quand même une somme. Peut-être qu'ils vont trouver l'argent, je ne sais pas. Catherine, je la sentais très... Moi, au départ, mon pronostic, ça aurait été Catherine, mais j'ai un doute parce que finalement, chaque fois que je dis que c'est elle est jamais là. Donc, on va voir. Allez, on écoute ça. Vous demandez une grosse somme là aujourd'hui. À quoi elle servirait cette somme-là? Parce qu'en fait, vous l'avez déjà quelque part par vos ventes. C'est une somme qui va nous permettre d'accélérer en termes de création de nouveaux produits. Notre business model nous permet de faire un produit tous les ans et demi, tous les 2 ans, alors que là, on pourra aller beaucoup plus vite, aller plus vite à l'international. Mais au-delà de l'argent qui est autour de la levée de fonds, c'est aussi s'associer avec un investisseur qui ait beaucoup d'expérience et qui puisse nous accompagner à gérer cette croissance, qui puisse nous accompagner à l'international et qui puisse aussi nous conseiller au quotidien. Je réinterviens parce qu'on est vraiment, à mon avis, sur la fin de l'émission et on va faire la fin, le moment où ils vont lever les portefeuilles ou pas. Je voudrais juste te préciser des choses importantes et que je veux que tu graves en toi. Les fortes croissances sont plus dangereuses qu'une faillite. Parce que d'abord, généralement, les faillites, tu les vois arriver de loin. Et voilà, ça paraît fou, mais généralement, quelqu'un qui fait faillite, malheureusement, d'une façon ou d'une autre, il le savait. Voilà. Les problèmes, il les a vus arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un métier qui est très peu connu en France, mais
tu as un métier de personnes qui redressent des entreprises. Des entreprises qui valent le coup d'être redressées, bien évidemment. Mais c'est un métier parce que c'est vraiment quelque chose qui est jouable, faisable et qu'on voit arriver en fait. Alors qu'une croissance exponentielle immaîtrisée qui arrive d'un coup, c'est ingérable. C'est ingérable parce que c'est comme si en gros, tu étais sur un tout petit château et que d'un coup, tu as une armée de 100 000 hommes qui te tirent de tous les côtés, de part et d'autre en fait. Tu peux faire ce que tu veux, bon, tu vas vite mourir en fait. Mais c'est un peu la même chose en fait, ça arrive de tous les côtés et il se passe tellement de choses que tu fais beaucoup trop d'erreurs d'affilée et le cumul des erreurs te fait t'effondrer en fait. Donc si tu veux, je comprends très bien ce qu'ils veulent dire et d'ailleurs, c'est la façon dont ils répondent. Tu vois que l'argent n'est pas réellement l'enjeu et ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure. Tu es seul face à toi-même, face à tes produits en fait. Tu fais tes propres choix. Je vais faire un parallèle, désolé d'avance, mais avec mon activité sur Internet. Mon activité sur Internet, je la veux proche de mes clients. Non, je mets vraiment ça en avant. Les gens qui rentrent dans mes formations sont en contact avec moi et je vais accentuer de plus en plus ce côté humain parce que c'est vraiment, depuis mes débuts, un petit peu ma marque de fabrique que j'ai envie de garder parce que je pense que énormément on est tous d'accord, on n'aime pas parler à un répondeur, on n'aime pas parler à une autre personne qu'à la personne avec laquelle on veut travailler. Et donc si tu veux, quand tu fais un choix que d'être proche de tes clients, tu le fais au détriment de la taille de ton business. Si je te dis je veux arriver à être proche de mes clients, c'est à l'insu de la taille de mon business. C'est pas grave, je l'assume en fait. Ce qui est important, c'est de l'assumer. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que leurs choix qui sont vraiment précis, qui ont été mis en avant durant ce pitch, c'est de ne pas avoir d'application, d'être en détox de téléphone, d'avoir un business model, non pas d'abonnement comme ils l'ont dit, mais à contre-pied, tu l'achètes une fois et tu l'as à vie, qui correspond totalement aussi à mes idéologies. Et donc du coup, ils ont vraiment une identité qui est très forte et qui leur permet en fait de dire... Voilà, aujourd'hui, nous, on veut quelqu'un qui soit à nos côtés pour gérer la croissance. Bon, première raison. Deuxième raison, gérer l'international. Je suis aussi complètement d'accord avec eux. L'international, c'est chaud à gérer. On ne se l'imagine pas, mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour arriver à gérer l'international. Et pour arriver à faire tout ça, soit tu es avec quelqu'un qui a l'expérience, soit tu veux te faire ta propre expérience, ça prend beaucoup de temps, soit tu ne le fais pas en fait. Et du coup, ils ont un produit, à mon avis, tellement what the fuck qu'ils auraient tort de s'en passer parce que c'est un produit, c'est pas tant la traduction qui est complexe. C'est pas la traduction du produit qui va leur demander, qui leur demande de la complexité. C'est l'implantation. Comment faire pour signer les contrats avec les boîtes qui vont me distribuer ? Sincèrement, les distributeurs qu'ils ont évoqués peuvent changer la face de ton business. Ça change la face de ton business. Je vais encore une fois te partager quelque chose. Moi, j'essaye de rentrer à Cultura. J'ai beaucoup de mal à rentrer à Cultura avec mes livres, mais je sais que je vais y arriver. Mais voilà, une fois que je saurai le faire, je saurai le faire. Mais si je veux me déployer à l'international, il faut faire ce travail pour tous les pays. Là, c'est plus le même travail. Et il y a des gens qui savent le faire, qui savent très bien à qui s'adresser pour arriver à se déployer plus vite sur X pays. Et il y a des gens qui ne savent pas le faire et qui doivent apprendre à le faire. Leur stratégie, elle est bonne. Et pourquoi ils peuvent se permettre de faire ça ? Tiens, avant de parler de leur stratégie, au demeurant, ça ne t'intéressera pas. Ce qui va t'intéresser, c'est pourquoi ils ont validé l'hypothèse. Il faut bien que tu comprennes que ce que tu viens de voir, c'est deux personnes qui viennent de valider une hypothèse en disant « nous, on a fait 4 millions ». Déjà, tu dois comprendre ce qu'est l'argent. L'argent, c'est une unité de mesure qui permet à un investisseur de mesurer le degré d'avancement d'une entreprise. Moi, investisseur, je me dis « ces mecs-là s'en sortent très bien, ils maîtrisent leur process, ils vont m'apporter un produit qui se vendra facilement ». Moi, investisseur, je vais leur apporter un déploiement international. Tu comprends le mécanisme ? Donc, premièrement, ils ont validé l'hypothèse. Deuxièmement, ils cherchent quelqu'un qui va venir avec eux leur permettre de conquérir de nouveaux territoires. Beaucoup de gens comparent donc l'entrepreneuriat et les entreprises à une guerre parce qu'il y a beaucoup de similitudes, même si ce n'est pas vraiment une guerre. Mais ces prises de territoire, ces déploiements, ça évoque des guerres. Et effectivement, dans une guerre, tu ne gagnes pas la guerre à la taille de ton armée. Tu gagnes la guerre à la qualité de tes alliances. Ça, il faut le savoir aussi. C'est quelque chose, moi j'aime bien les manuels de stratégie et tu découvriras que très souvent, les guerres sont perdues pour deux raisons. Le fait de ne pas exploiter une technologie. Il y a beaucoup de technologies dans les guerres pour que des généraux ou peu importe, des rois, j'en sais rien, qui tu veux, qui dirigeaient l'armée, bref, les dirigeants de l'armée ont choisi de ne pas exploiter pour diverses raisons, ou alors des alliances qui s'étaient désagrégées ou qui n'avaient pas été faites, qui leur ont fait défaut en fait. Et c'est souvent les deux principales, l'une ou l'autre ou les deux principales raisons de la perte d'une guerre. Mais avec une entreprise, sur ces points-là, c'est pareil. Après, très sincèrement, pour moi, les marchés ne sont pas des guerres, parce que dans la notion de guerre, il y a une notion
je gagne, tu perds. Un marché, c'est pas je gagne, tu perds, c'est plus complexe que ça. On va pas parler de ça ici. Bref, j'ai hâte de voir qui lève le portefeuille. Très très intéressant tout ça. Ce que tu dois retenir à ce stade, c'est que ces deux personnes ont choisi leur client plutôt que l'argent. Et ça, c'est une recette qui rend des personnes très riches. Mais pour ça, il faut aimer son produit ou avoir un problème que l'on résout ou alors les deux. Et là, on a les deux et c'est pour ça qu'ils y arrivent. Je pense que l'objet est très joli. En revanche, moi de mon côté, je vous l'ai mentionné un petit peu, je trouve que c'est un objet de plus quand probablement quand même c'est un contenu qui pourrait passer par une app. Donc voilà, je vais passer. J'ai définitivement oublié son prénom sur cette émission, pardon. Il faut comprendre ce qu'il dit en fait. Il dit pas non. Si, il dit non, mais moi j'entends pas non quand il parle. Il a développé Blablacar au travers d'une app et sa compétence, elle est basée sur les apps. Dans tous les cas, bien évidemment, je n'aurais pas formulé la phrase comme il l'a fait parce que je ne suis pas d'accord avec sa formulation de phrase. C'est une certitude, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt et je veux que tu l'entendes. Je n'aurais jamais dit comme il l'a dit. La vérité, c'est qu'il n'a pas de compétence sur ce produit-là. Bien évidemment qu'il ne voit pas l'utilité d'un produit de plus. Parce que si tu dors la nuit, si tu as des méthodologies d'endormissement, je ne sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris, tu n'as pas l'utilité d'avoir cet objet. Donc du coup, ça ne vibre pas avec toi. Enfin, ça ne vibre pas. Tu ne vois pas l'intérêt de mettre de l'argent là-dedans. Mais pour moi, au demeurant, au-delà qu'il y voit ou pas une utilité, il n'a pas la compétence à amener à ces deux-là pour aller là où ils veulent aller. Et il a raison de se retirer. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Après, je comprends très bien. Depuis le départ, lui, il est à fond dans les apps. De toute façon, c'est un mec qui est à fond dans les apps parce que, de toute façon, c'est son modèle de développement et de déploiement au départ. Bien évidemment, quand les gars te disent on est en iPhone détox, il y a une incompatibilité de départ. C'est sans surprise qu'ils ne lèvent pas le portefeuille. On va voir si quelqu'un d'autre le fait à leur place. C'est une traction assez impressionnante. 30 000 unités vendues, des projections assez fortes. Le créneau sur lequel vous vous positionnez, c'est clairement un créneau d'avenir. Parce que je pense que les gens ont toujours du mal à s'endormir et le stress n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, ça m'intéresse. 500 000 €, c'est beaucoup trop gros. Donc je vais vous faire une proposition pour faire une partie du chemin. Je vais vous proposer 100 000 € et pour 5%. Très intéressant parce que là, ils viennent de revalider une hypothèse. Et je trouve que c'est intéressant comme cette émission elle est présentée parce qu'elle n'est pas présentée comme les autres. Je pense que tu le ressens, enfin j'espère. Et en fait, là, ils viennent de valider que leur projet est finançable. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais moi, en tout cas, si j'étais à leur place, dans ma tête, je me dirais, attends mec, de toute façon, aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Ils peuvent prendre cette émission comme, entre guillemets, un test, ne prendre aucun investisseur et se dire, si j'en valide un, même si je n'ai pas le montant que je veux, j'en trouverai un à l'extérieur qui mettra de l'argent dedans. Carrément. Même, je te dirais que c'est une excellente stratégie. Alors, bien évidemment, on va voir si les autres parlent, ce qu'ils disent, et si quelqu'un met la somme qu'il demande dans les conditions qu'il demande. Dans ces cas-là, il serait bête de ne pas la prendre. Mais j'ai envie de souligner le point que quand tu as ce type d'entreprise entre les mains, et je te souhaite d'en avoir une, eh bien, tu peux te permettre d'être stratégique. Ce qui m'emmène sur un point que j'ai jamais encore eu non plus l'occasion de te dire dans aucune de ces émissions. Je vais le faire très rapidement parce qu'on arrive sur 1 heure d'émission. Et bon, tu sais, j'aime bien que ça dure parce que c'est bien d'analyser tout ça. Mais voilà, il ne faut pas non plus que tu sois bloqué là pendant 2 heures. Bref, il faut que tu comprennes que dès que tu commences à valider des hypothèses et non pas à gagner de l'argent, mais à dégager quelque chose, tu peux commencer à élaborer des stratégies. Et il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il vaut mieux élaborer une mauvaise stratégie, se planter mais avoir essayé, que ne pas gagner d'argent au départ. Ce que j'essaye de te dire, c'est que quand on élabore des stratégies, c'est qu'on gagne de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et là, on est sur 2 personnes qui gagnent de l'argent et qui auraient raison d'élaborer des stratégies. Moi, je pense que, comme là, il y en a un qui a parlé, alors ils sont 5, si je ne dis pas de bêtises, oui, ils sont 5. On est à la 2e personne, il y en a déjà un qui donne de l'argent. C'est sûr qu'ils vont avoir, peut-être pas ce qu'ils veulent, mais qu'ils vont avoir de l'argent. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu franchis comme ça des étapes, même si tu n'as pas exactement ce que tu veux, c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour tous les domaines de la vie, tu concentres-toi sur le fait que tu aies validé une hypothèse. Moi, quand quelqu'un me dit juste oui, je me dis pas, c'est lui qui va me prêter l'argent. Tu vois, quand moi, des fois, il y a des banquiers qui me disent oui, c'est bon, on te prête.
Je valide juste le fait que lui valide le raisonnement. Si le raisonnement a été validé par une personne, il sera validé par d'autres personnes. C'est ça sur quoi tu dois te concentrer. Et c'est ce sur quoi ils doivent se concentrer. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient à ce stade. J'ai pas la sensation que ce soit bien engagé. J'ai pas la sensation que ce soit mal engagé. Mais je voulais te dire à ce point-là, où on en est de l'émission, que pour moi, si j'étais à leur place, que j'ai pas ce que je veux en termes d'argent, je sors de là et je vais chercher un autre investisseur parce que j'ai validé une hypothèse. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans la vraie vie. Mais déjà arrivé dans des projets immobiliers qu'on me dise oui, qu'un banquier me dise oui, c'est bon, tu vas l'avoir. J'arrive avec le dossier, je pose le dossier. Non, Nicolas, on ne te finance pas. Dans ma tête, moi je suis en colère, bien évidemment, je suis un être humain, mais c'est pas grave. Il a validé le processus au départ. Je trouverai quelqu'un qui le validera à l'arrivée. Quand je ne sais pas, ça prendra le temps qu'il faut. Mon seul problème, ça sera non pas de trouver le nouveau banquier, mais de faire patienter le vendeur parce que ça prend plus de temps quand tu as un problème bancaire. Mais j'y arrive toujours. Voilà. Ok, tu as compris le process. On écoute, on va voir le suivant pour voir si ils ont d'autres financements. Alors, moi, si je peux me permettre de prendre la suite, je suis prêt à mettre 200 000 euros dans les mêmes conditions qu'Eric, c'est-à-dire pour 10%. Donc Charlie et Guillaume demandaient 500 000 euros pour 10%. Et pour l'heure, on en est à 300 000 euros pour 15. J'ai pas compris si Catherine se retirait du fait qu'elle commente le fait que les autres mettent de l'argent. C'est flou, j'espère qu'elle va intervenir. Catherine, la dame en rouge, tu sais que j'adore tes interventions. Faudrait presque que je l'invite dans cette émission à force de parler d'elle. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on verra ça. Hein? Revenons à nos moutons. Donc Marc me surprend parce qu'il semblait être le plus désintéressé, celui qui doutait le plus du projet. Et pourtant, il met l'argent. Alors ça peut être une stratégie ça aussi, hein, que de feindre le manque d'intérêt pour au final se positionner, mais quelle n'a pas été sa surprise que de voir que finalement d'autres étaient aussi intéressés. Je comprends après qu'on réajuste que soient réajustées les prises de part et les sommes données. Pourquoi ? Parce que on est quand même sur quelque chose qui semble être du dropshipping. Hein, je suis désolé, mais même s'ils ont tout créé, clairement, ça arrive par container, donc c'est assemblé dans un autre pays. C'est revendu en France. Il y a une marque qui a été créée, certes, mais c'est pas grave en soi, ce que je suis en train de dire. Mais je veux te dire que je me mets à la place de Marc et de toutes les personnes qui y a en face et je me dis, forcément, il va falloir mettre le nez dans les comptes parce qu'il y a de l'optimisation possible. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un, encore une fois, comme Marc qui maîtrise le déploiement national, il sait très bien comment optimiser ses coûts en fait. Donc effectivement, ils auraient tout intérêt à faire rentrer une personne comme celle-ci et à aller chercher de l'optimisation parce que tu sais, sur des boîtes qui font 4 millions d'euros, une optimisation, allez, on va faire sympathique, tu vois. Même si tu n'arrives qu'à optimiser que de 5%, tu gagnes 200 000 euros par an. 200 000 euros par an, c'est un salaire, tu vois. Enfin, c'est un salaire, je veux dire, c'est un salarié. C'est un salarié qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc, c'est pas le salaire, je me suis trompé, ma langue a fourché, je veux quand même le préciser. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut générer pour amortir un salarié, tu vois. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Un peu moins d'ailleurs, si tu veux tout savoir, mais c'est pas la question. Bref. L'optimisation, 5% sur une boîte comme ça vaut le coup. Et même si tu me dis que 2,5%, ça fait quand même 100 000 euros. C'est toujours de l'argent. Donc, l'optimisation, ça vaut le coup, mais ça a aussi une valeur. Ils réajustent parce qu'ils ne sont pas au fait. Alors, encore une fois, je te l'ai aussi souvent répété dans ces émissions. Ils doivent avoir des documents. Il y a beaucoup de passages, à mon avis, qui sont cutés. Je suis sûr que si j'avais participé, j'aurais des bilans dans les mêmes pour pouvoir apprécier les sociétés en question. Bref, voyons si la prochaine ou le prochain, je crois qu'il ne reste que des femmes, la prochaine participante lève le portefeuille ou pas. Vous avez un produit qui est une idée, je pense, c'est intéressante, elle répond à un besoin, c'est vrai. Je pense que votre objet, il est quand même attachant. C'est vrai qu'il est... On a presque l'impression qu'il est vivant. Donc moi, je veux bien mettre 150 000 euros pour 7,5%. Pour l'instant, on est à 450 000 euros pour 22,5%. On est un peu loin des 10% que vous demandiez au départ. Et en plus, il manque 50 000 euros. Je vois qu'il y a déjà 3 propositions. Moi, je vais passer. Alors, si on récapitule, j'ai 10%, 15, 22 500, il manque 2,5%. Et il manque 50 000. C'est ça. Surtout 50 000 euros. Et je vous rappelle que s'ils n'y sont pas, on ne peut pas y aller, quoi. Moi, je ne les mets pas. Est-ce que Marc ou Delphine,
Vous êtes prêt à mettre 50 000 de plus? Je sais pas ce que vous pourriez dire pour me convaincre. Je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Pourquoi? Parce qu'on a encore plein de potentiel de développement en termes de communication, de nouveaux produits, d'internationalisation. Et donc on devrait continuer à garder la même courbe de progression. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un investissement qui nous permette d'accélérer plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui pour atteindre une certaine valeur qui ensuite, si vous voulez sortir dans 3 à 5 ans, qu'on puisse racheter les parts avec un multiple intéressant. Bon allez, moi je vous mets les 50. Et je les mets parce que ce qui m'a plu, c'est que vous avez dit, notre objectif, c'est de racheter les parts. Parce que ça veut dire que vous croyez dans ce que vous faites. Et ça, je pense que c'est important. Vous avez 3 propositions qui arrivent à 500 000 euros cumulés pour 25% du capital, 200 000 euros par Marc Vanov, 200 000 euros chez Delphine et 100 000 chez Eric. Est-ce que vous voulez réfléchir ou vous avez une réponse à nous donner? On a besoin de réfléchir. Alors on vous attend. Allez-y. Allez, Merci tout de suite, merci. Qu'est-ce qu'on fait? 25, c'est quand même beaucoup, ils sont 3. Et peut-être qu'à 3, la gestion, c'est pas facile non plus. Je ne sais pas si c'est pas facile ou si, au contraire, ça peut être enrichissant. C'est la question. Merci Delphine d'avoir pris les devants et de te mettre à 200, 2-1, c'est bien. Parfait. Magnifique émission encore, parce que là franchement on est sur vraiment, c'est une pépite. Parce qu'effectivement, alors Delphine a fait mon travail, mais elle l'a pas bien fait, elle n'a pas été très... Enfin si, c'est pas vrai ce que je dis, c'est honnête ce qu'elle a dit sur Guillaume et je sais plus comment ils s'appellent là les deux. Ce qu'elle a dit est vrai, c'est-à-dire que elle a dit effectivement, moi ce qui m'a convaincu c'est que vous ayez dit que vous vouliez racheter les parts. Et que grâce à ça, je vois que vous croyez dans votre projet. C'est ça qui m'a donné envie de donner les 50 000 en plus. Alors, c'est vrai. C'est effectivement vrai d'entendre quand quelqu'un te dit « Je suis prêt à racheter les parts dans 3 à 4 ans, quand on aura franchi les gaps ». C'est effectivement vrai. C'est que le mec croit dans son projet ou la nana, ils croient dans leur projet. Pour parler comme ça ne peut pas en être autrement. Mais, je veux quand même préciser que ils ont été bons parce que c'est exactement ce qu'il faut dire à un investisseur. C'est quoi notre travail, ton travail, mon travail, qui est d'ailleurs très perturbé par la situation actuelle, les confinements à répétition, le Covid, etc. C'est d'investir dans l'avenir. Donc quand tu mets l'argent quelque part, c'est dans l'espoir d'avoir un retour sur investissement, donc qui est généralement beaucoup plus faible que le capital, premièrement, mais deuxièmement, et c'est sûrement et clairement la chose la plus importante, de ne pas perdre et voire de récupérer, démultiplier le capital. Donc dans ce cadre-là, je parle effectivement que d'immobilier parce que tu peux cibler plutôt l'un que l'autre ou les deux ou voilà, tu fais tes propres mix-up en fonction de ta situation financière. On a tous des situations financières différentes. Mais la vérité, c'est qu'on veut récupérer notre argent. Et effectivement, c'est la chose à dire. Alors, là, tu pourrais être en train de te dire, mais Nicolas, c'est que des promesses, on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'ailleurs, la preuve, elle est confinement et tout. Mais regarde, par rapport à leur mode opératoire et à leur société, est-ce que tu penses que cette société est impactée d'une façon ou d'une autre par le confinement? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir s'endort mieux grâce à un confinement et n'a pas besoin de cet appareil? La réponse est non. La réponse est non. Là, encore une fois, je trouve qu'on est face à quelque chose de tout à fait intéressant dans la mesure où c'est une question que tu peux te poser maintenant, puisque tu as vécu des confinements. Tu peux te demander, est-ce que ce business résistera à un confinement? Oui ou non? Tu vois, c'est intéressant comme raisonnement. Et donc, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que ils ont su trouver les bons mots et ils ont réussi à obtenir la somme, pas de la façon dont ils le désirent. C'est pour ça qu'ils se retirent pour réfléchir. Ils avaient demandé 10% contre 500 000 euros. Ils ont 25% contre 500 000 euros. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu les vois arriver derrière et qu'ils se posent des questions du fait de dire à 3, est-ce que c'est bien ou pas? Et c'est marrant parce qu'on a eu aussi le ballon avec Marc qui dit c'est bien que tu aies mis les 50 en plus. Comme ça, on fait 200, 200 et 100. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis, d'un côté, les deux associés se demandent si c'est si bien que ça d'avoir ces 3 gros investisseurs qui rentrent? Et pourquoi, de l'autre côté, Marc Vanov est content de se retrouver dans cette répartition? On va faire les choses en ordre. On va commencer par les deux. S'ils sont 2 plus 3, ils se retrouvent à 5. La question se pose par rapport à
un désaccord. C'est toujours comme ça que tu dois raisonner. On dit qu'il vaut mieux être 2 ou 5, 2 ou 5, mais pas 3 ou 4. Pourquoi ? Parce que 3 d'abord, généralement tu en as 2 qui s'en prennent à 1 et ça finit toujours mal l'histoire. 4, en cas de problème, ça fait 2 et 2. Et donc ça fait des combinaisons qui fonctionnent mal en fait. C'est des mauvaises combinaisons. Parce que tu te retrouves dans des situations qui sont pas manipulables, c'est pas le mot, mais qui peuvent se retrouver en déséquilibre. En tout cas bloqué. Si c'est pas en déséquilibre, tu peux très vite être sclérosé par une désentente interne des associés, surtout si tu es 4. Et 3, le problème c'est le regroupement et l'attaque face à un des associés qui se retrouverait isolé. Donc c'est 2 configurations à éviter, 3 et 4. Ensuite, 2 et 5. Pourquoi 2 c'est bien et pourquoi 5 c'est bien ? 2 parce que généralement quand tu es 2, c'est comme un couple. Soit ça va, soit ça se sépare. Il n'y a pas 36 possibilités de fin en fait. C'est-à-dire que l'histoire, elle est déjà écrite. Et donc en gros, ça roule ma poule. Soit on se sépare parce qu'on ne s'entend plus et on casse, entre guillemets. Soit c'est l'amour et on fera notre vie ensemble. Et 5, c'est un nombre relativement assez gros pour créer des déséquilibres qui font que ça continue à avancer. C'est-à-dire que tu peux très bien en avoir 3 qui sont contre 2. Dans ces cas-là, ça fonctionne sous la forme d'un vote. Et on continue. 5, c'est un chiffre assez gros pour que même si tu ne t'entends pas avec tes 3 autres associés, bon an, mal an, si tu gagnes de l'argent, tu feras avec. Parce que tu t'entendras jamais pas avec les 3 en fait. Tu vas pas t'entendre avec 1 ou 2, mais tu t'entendras avec 3. Et du coup, quand tu t'entends avec 3 personnes, ça suffit pour te motiver à rester. Tu vois ? Et donc, on est sur des chiffres qui font que, après, au-delà, ça devient impersonnel. Je ne vais pas parler des plus grandes unités. C'est faisable, mais tu prends de nouveaux risques. Donc, sinon, l'émission va durer des heures. C'est déjà assez long comme ça. Donc, voilà. Mais tu vois, c'est intéressant. Ensuite, là, bon, on parle de la réflexion des 2 qui se demandent si c'est bien d'être 3. Pour moi, la réponse est oui. Je ne connais pas encore leur réponse. On va leur entendre parler, mais ils vont prendre. À mon avis, ils vont juste essayer de réguler à 20%. On va le voir. C'est un pronostic personnel, mais ils vont dire OK, mais à 20%. On va voir. Peut-être ils seront d'accord, peut-être ils ne sont pas d'accord. À leur place, je dirais oui à 25%. Voilà. Ils ont quand même à 2, ils se retrouvent quand même en majorité face à 25% répartis sur 3 personnes. C'est cohérent, ça roule. Bon. Maintenant, prenons la part des investisseurs. Et pourquoi Marc est content qu'il soit à 200, 200 et 100 ? Parce qu'en fait, dans la répartition des 3, tu en as 2 qui ont l'ascendant. Alors c'est dangereux ce qu'il fait parce que bien évidemment, il ne sait pas comment ça peut évoluer dans son association. Donc ça reste de la supposition. Mais là où il a raison, c'est que s'il arrive à rallier à sa cause sur des grosses décisions de Delphine, il aura toujours l'ascendant sur Eric, la 3e personne. A l'inverse, Eric aura beaucoup de mal à prendre l'ascendant sur Marc ou sur Delphine s'il est seul ou même s'il va se regrouper parce que Marc aura toujours la possibilité d'aller se mettre avec les 2 associés. Bref, stratégiquement, sur les prises de décision, il a des possibilités de manœuvre en interne de la boîte. Pourquoi alors il raisonne comme ça aussi ? Parce que si d'un côté les entrepreneurs attendent que Marc, Delphine et Eric rentrent dans la boîte pour leur donner des conseils, eux veulent rentrer pour pouvoir agir sur l'entreprise. Et donc, son rôle à lui pour défendre ses intérêts, c'est de bien valider en amont par rapport à ses conditions d'entrée qu'il va avoir à la fois des parts et une prise de position suffisante pour pouvoir manœuvrer l'entreprise comme il le souhaite. Tu vois, c'est assez complexe, c'est assez intéressant de voir tous ces enjeux qu'il peut y avoir autour de ces prises de participation. Et cette émission-là, elle met vraiment bien en avant tout ce qui se joue, surtout quand une entreprise fonctionne. Donc, bon voilà, c'est une initiation ce que je suis en train de te faire. On est dans l'entertainment, on n'est pas dans un truc hyper précis. Tout ce que je viens de dire peut être modéré, revu en fonction des situations. Ce n'est pas des cas, tu ne peux pas faire d'un cas une généralité de ce que je suis en train de te dire, mais ça te donne des notions et c'est vachement bien pour toi, surtout si tu veux te lancer, t'associer. Je ne sais pas quel projet tu peux avoir, mais ça peut te donner matière à réfléchir avant d'agir. Et c'est le point final de ce que je suis en train de dire, c'est vachement important de bien réfléchir à la manière dont tu structures ta boîte. Parce que tu vois, tout ce que tu es en train de voir là, ça va conditionner la suite. Et la suite aura lieu que si en amont, tout est bien mis en place, préparé et soit bien amorcé pour que tout s'enclenche parfaitement en fait. Après, je ne suis pas inquiet. On est face à des investisseurs qui ont quand même de la bouteille. Donc, ça va rouler. Allez, on écoute ce qu'ils ont à dire. Vont-ils valider ? Vont-ils invalider ? Suspense. Guillaume et Charlie sont de retour après avoir réfléchi à la proposition pour 500 000 € et 25% du capital.
Déjà, dans un premier temps, on souhaite vous remercier pour vos propositions. Ça montre que vous croyez vraiment en nous. Nous, on a une contre-offre parce que 25%, vous demandez 2,5 fois de plus que ce qu'on demandait. Alors certes, on vous demande beaucoup d'argent, mais vous nous demandez aussi beaucoup de parts. Donc on a une contre-offre à vous faire qui serait 500 000 € pour 15% et on garde les mêmes répartitions. Ça veut dire que Eric se retrouverait avec 3% du capital, Delphine et Marc avec 6% chacun. Ouais, ça me paraît léger là par contre. Il faut quand même calculer le risque. Là, on est réduit à plus grand chose là. Je partage ce qu'a dit Marc, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Il n'y a pas la pression des banques. Nous, vous voyez, en fait, ce que je veux dire, on est des associés. On va crédibiliser votre entreprise. Vous avez pas on vous met pas le couteau sous la gorge. C'est pas comme un crédit à la banque où tous les mois il faut rembourser. Enfin voilà, moi je pense que notre proposition, elle était claire, elle était propre. Après, je comprends que vous puissiez la refuser et je comprends tout à fait que vous êtes sur une dynamique positive. A priori, votre produit plaît. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est intéressé. Enfin, moi personnellement, j'ai donné mon positionnement. Je trouve que vous avez poussé le bouchon un peu loin. C'est historique. J'adore. Alors là, tu vois, là, il se passe un truc mais vraiment énorme et je suis obligé de décrypter en plusieurs étapes. Première étape, pourquoi les deux entrepreneurs arrivent et font une contre-offre ? Parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils ont une entreprise rentable. Et ça, tu ne peux pas leur enlever en fait. Tu ne peux pas ne pas le prendre en compte dans l'équation. On n'est pas du tout… D'ailleurs, tu le vois, quand j'ai commencé l'analyse, j'ai eu un doute parce qu'on a eu beaucoup dans ces émissions d'entreprises qui sont arrivées et qui ne faisaient rien en fait, qui avaient de l'ambition certes, mais qui n'appliquaient pas à la hauteur de leurs ambitions. Là, c'est l'inverse. On a une entreprise qui paye pas de mine au premier abord, mais qui est très profitable. Du coup, on a une exigence du côté des entrepreneurs, ce qui est normal. Les mecs disent, écoutez les gars, je comprends très bien votre offre, je la comprends parce que vous avez vos intérêts à vous, à vouloir rentrer dans notre entreprise, mais nous, on sait ce qu'on gagne, donc c'est quand même nous qui fixons les règles. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait ? Ils ont fait ce qu'on appelle couper la poire en deux. C'est quelque chose de très courant en immobilier, c'est de dire, tu veux un truc, je veux un truc, on n'aura pas tous les deux ce qu'on veut de toute façon. Ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un point entre nous deux, on fait chacun un effort et on en reste là. C'est une stratégie profitable qui marche très souvent en immobilier, qui permet comme ça de closer et d'arriver au bout d'un truc. Par contre, en immobilier, dans plein de domaines d'ailleurs, c'est vraiment… En gros, ça se fait quand tu es en fin de négo et que tu veux aller chercher le dernier petit truc, tu vois, histoire de te dire, allez, je le tente. Sachant que ce genre d'action, c'est du qui tout double. Parce qu'en fait, ce qui se passe, il faut quand même le comprendre, c'est que de l'autre côté, dans la personne à qui tu vas faire ça, il y a aussi ce qu'on appelle la psychologie de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des points de rupture qu'il ne faut pas franchir. Je m'explique. En gros, un point de rupture typique qu'on a tous, c'est 100 000 €. Ce point de rupture, il est très précis. Si tu dis à quelqu'un, je vais avoir 100 000 €, tu vas avoir 100 000 €, tu vas réveiller quelque chose chez lui. Pourquoi ? Déjà parce que 100 000 €, l'air de rien, eh bien c'est 6 chiffres. 6 chiffres de façon tout à fait cohérente, il faut que tu le saches. Si tu les gagnes, tant mieux, mais tu as quand même 90% des gens qui ne les gagnent pas. Et quand tu commences à toucher comme ça à des montants qui ne sont pas courants pour une personne, tu vas réveiller chez elle quelque chose et du coup, on a tous la même façon de voir les choses. Eh bien, on va commencer. Alors là, je parle vraiment du côté. Je suis vraiment en mode immobilier dans ma tête, mais en immobilier, tu vois, les gens commencent à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Bon, bref. Maintenant, on va revenir à cette histoire qu'on est en train de regarder. Le problème, c'est que là, il y a une offre qui a été faite de la part des investisseurs. Cette offre, ils l'ont validée dans leur esprit par rapport à un ensemble d'éléments. Et parfois, il faut le savoir. Il y a juste des opportunités à saisir ou à ne pas saisir. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si tu as vraiment fait attention au phrasé de Marc Vaneuve, mais il dit « vous avez », il parle au passé. C'est-à-dire que rien que le fait que ces deux jeunes, ils aient fait une contre-offre, eh bien le concernant, en tout cas c'est ma sensation personnelle, moi je pense que ça l'a complètement refroidi. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il n'envisage pas de revenir en arrière sur ce qu'il a déjà proposé parce qu'il estime que la proposition qu'il a faite, c'est la meilleure proposition qu'il puisse faire. Ce qui met les deux personnes en porte-à-faux et qui les font camper respectivement sur leur propre position, ce qui est d'ailleurs premièrement très dommage, et deuxièmement, qui te montre qu'en fait, on a tous des attentes. Et on a des attentes qui sont corrélées à nos situations respectives. Et ça aussi, j'ai jamais eu l'occasion de te le dire. C'est-à-dire que là, ces deux entrepreneurs
parce qu'ils ont une entreprise qui gagne de l'argent, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'argent, ça c'est très important, ils peuvent se permettre de dire non. Et tu sais que, si tu es avec moi depuis longtemps, tu sais ce qu'on dit dans les affaires, le pouvoir du non. Parce que là, tu es en train d'assister à un truc qui est vraiment exceptionnel. Il y a de grandes chances que toi qui m'écoutes, tu ne sois pas capable de faire ça en fait. Est-ce que actuellement tu es en mesure de refuser 500 000 € contre des parts de ta boîte, contre des parts de ta SCI, contre des parts d'une de tes activités? Est-ce que tu les refuserais? Je vais juste te dire ces mots avant d'écouter la suite et la fin. Mais là, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire à partir de maintenant, après cette émission. C'est te demander ce que tu dois mettre en place dans ta vie pour toi aussi pouvoir refuser ces 500 000 €. Parce que, ne te trompe pas, même si dans cette émission, on a la sensation que les entrepreneurs ont perdu, c'est eux qui sont en train de gagner. Parce que si tu peux dire non à cette offre-là, si, comme je t'ai dit, durant toute cette émission, ils ont validé l'hypothèse que des gens puissent mettre de l'argent dans leur boîte, ils trouveront des gens qui mettront de l'argent dans leurs conditions dans leur boîte. Donc, demande-toi comment tu peux refuser ces 500 000 € toi aussi dans ta situation. Et si tu trouves la réponse à cette question, eh bien continue de creuser parce que derrière, il y a les millions. On a une entreprise qui est rentable, qui est profitable et cet investissement nous permettait d'accélérer. On sait très bien qu'on n'a pas le couteau sous la gorge non plus, qu'on continuera d'avancer, sûrement à une allure différente que celle qu'on aurait pu avoir avec vous. Mais toujours est-il qu'on refuse l'offre pour 25%. C'est carrément eux qui refusent. Je veux que tu saches que je n'avais pas vu ce passage. Je suis obligé d'intervenir parce que là, tu vis quelque chose d'énorme. Je te le redis. Est-ce que tu refuserais aujourd'hui dans ta situation 500 000 € contre des parts d'une de tes SCI, d'une de tes boîtes, j'en sais rien. Là, si tu peux pas répondre oui mec, tu as un problème en fait. Tu as un problème. Depuis que je fais cette émission, c'est les premiers. Tu sais quoi? Presque, voilà. Là, je suis presque chaud pour investir avec eux, quoi, tu vois, dans leurs conditions. Parce que là, quand tu as un mec comme ça en face de toi, enfin deux personnes, parce que bon, c'est pas une question de mec, hein, c'est peut-être des femmes aussi. Quand tu as des gens comme ça en face de toi, qui savent comme ça ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils ont dans les mains, qui te disent dans 3-4 ans, je peux racheter les parts. Ils sont tellement sûrs d'eux, en fait. C'est que tu sais que tu peux leur confier ton fric, en fait. Il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je vais peut-être en parler maintenant, mais moi, je suis allé sur leur site. Tu sais, quand je fais ces émissions, je regarde quand même un peu. Tu sais, je suis allé sur leur site. Ils ont lancé un nouveau produit pour les enfants. Au même tarif, mais dédié aux enfants. Et crois-moi, je vais te dire ce que je pense. Hein. Je suis certain que ça marche. Je n'ai pas de doute que leur entreprise, elle fonctionne toujours aujourd'hui. Et ça, je ne sais pas s'ils leur avaient dit pendant le pitch qu'ils ont fait, mais par exemple, tu m'aurais dit ça pendant le pitch, mec, mais je mets l'argent tout de suite. En fait, les parents, pour leurs enfants, ils vont dépenser encore plus de thunes que pour eux-mêmes, quoi, tu vois. Moi, demain, si je vois que ma fille, c'est compliqué de l'endormir et que je vois qu'avec ce machin, ça marche de ouf et que c'est nickel, mais bien évidemment que je vais le prendre pour ma fille, même si je ne le prends pas pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et là, ils ont un truc dans les mains, mais de malade mental, en fait. Donc, ce que j'essaye de te dire encore une fois, c'est que toi, tu cherches à atteindre ce point critique-là. Le point où ils sont eux, où tu n'as pas besoin d'argent. Moi, je me rappelle rapidement, j'ai toujours dit toute ma vie que je ne voulais pas de l'argent du loto. Même si demain tu me mets un ticket gagnant dans les mains, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais il faut que tu arrives à dire ces phrases-là, ces mots-là. Tu ne dois pas vouloir de l'argent extérieur. Ça ne doit pas être un besoin pour toi. Ça doit juste être du bonus. Vous avez raison, il faut prendre des décisions. Ce n'est pas des décisions faciles que vous devez prendre là comme ça. Vous êtes droit dans vos bottes et on ne peut que vous féliciter sur tout ce que vous avez fait. Merci. Sûrs de la valeur de leur projet, Charlie et Guillaume ont préféré refuser les 500 000 € proposés par les investisseurs plutôt que de céder plus de parts de leur société. Les deux, vous avez fait fort. On vous propose 500 000 € et vous les refusez. C'est une force de pouvoir se permettre de dire non. C'est-à-dire que vous croyez à votre concept et surtout, vous êtes certainement encore plus maintenant conscient que vous tenez quelque chose de très bien vu tout ce qui vous a été dit. C'est vrai. Même si la proposition elle ne nous convenait pas, voir que ces investisseurs-là, qui sont quand même des personnes qui connaissent très bien le milieu, soient capables de nous donner 500 000 € pour investir dans notre projet, c'est que encourageant. Donc non, ça nous donne le sourire. Merci et bravo. En tout cas, merci. Félicitations. Je ne me fais aucun souci pour vous. Merci. Au revoir. Au revoir. À ce stade, je me demande comment ça serait passé s'il y avait eu Marc Simoncini. Ça m'intéresserait, tu vois, de la revivre, cette émission avec Marc. Je ne sais pas s'il aurait investi là-dedans. C'est marrant parce que je ne sais pas si tu remarques, mais tu te rends compte l'incompréhension du journaliste qui leur dit il faut pouvoir les refuser les 500 000 €. Hein. Ça te montre à quel point les gens comprennent rien à l'argent. Ils comprennent rien, les gens, en fait. Les deux là, ils ont fait ce qu'il fallait. De la même façon qu'ils n'ont pas mis
d'applications pour traquer leurs clients dans leur sommeil, ils ont dit non aux conditions qui se sont imposées. Et là, je ressors de cette émission en me disant que ce sont des mecs qui ont tout compris. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Inspire-toi d'eux. Rappelle-toi de cette émission. Réécoute-la. Remémore-toi-la. Repasse-toi-la. Retrouve-la. Fais ce qu'il faut. Parce que je t'assure qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Et ceux qui sont capables de le faire, ils n'ont pas les mêmes résultats que les autres. Et j'en mets ma main à couper que cette société, elle a des résultats de fou. Alors, bien évidemment, ton fidèle serviteur a cherché par tous les moyens à trouver le bilan. Mais il ne l'a pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le bilan. Je vais être franc avec toi. Je n'ai pas envie de parler de moi à la troisième personne. Ça ne le fait pas du tout. Ça ne me plaît pas en plus. Mais non, j'ai rien trouvé. C'est pas renseigné. Donc, je n'ai pas de réponse concrète à apporter à ce jour. Si ce n'est qu'il y a eu ce nouveau produit qui a été lancé. Donc, pour moi, ça me semble logique qu'on table sur un dédoublement du chiffre d'affaires. En tout cas, si on n'arrive pas à multiplier par 2, mais au moins par 1,5. Juste pour petite information, si tu fais 4 millions d'euros, si tu multiplies par 1,5 ton chiffre d'affaires, tu en fais 6. Si en lançant un deuxième produit, tu fais 2 millions d'euros de plus, sachant que déjà par rapport à tes marges, tu gérais assez bien, tu gérais relativement plus que même très bien, puisque tu avais une marge de 2 salariés de plus par rapport à ce que tu dégages, là tu te retrouves avec une marge encore supérieure au niveau de ce que tu dégages. Et donc franchement, j'ai rien d'autre à dire à part bravo à eux. Un grand bravo. Et toi, prends-en de la graine. Parce que c'est exactement ce genre de comportement. Franchement, je suis trop heureux d'avoir analysé ces émissions parce que je sais qu'on arrive à la fin. Là, vraiment, tu vois, on aura vraiment vu des profils à chaque fois très différents d'entrepreneurs, des comportements très différents. Et là, une négociation pour aboutir à un nom du côté de l'investisseur, j'ai presque envie de dire, c'est l'apothéose. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Oui, c'est vrai qu'on a été un peu dur. On a peut-être dû proposer 20, ouais, c'est vrai. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut voir aussi les marges. Et il faut voir ensuite le renouvellement, il faut voir le futur. C'est du consumer électronique, c'est super difficile et il n'y a pas de modèle en fait de revenus réguliers. Même si tu fais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur de la vente de produits, l'année prochaine, tu dois tout recommencer à zéro. Et ça, c'est très difficile à valoriser. Quand on verra qu'ils ont été vendus 300 millions d'euros, on s'en mordra les doigts. Eh bien, tant mieux pour eux. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On sent une pointe d'amertume quand même. Tu la sens toi aussi ? Moi, je l'ai senti. J'aime beaucoup la réflexion d'Eric. Et là où je le rejoins et je ne remettrai pas en cause, c'est qu'effectivement, les marges, faut voir les marges. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, et ça me tue quand même, ça me fait du bien de voir ça. Tu vois, il y a une partie qui me fait du bien parce qu'un mec de ce niveau-là qui parle de renouvellement de marché, mais ça ne veut rien dire. Un marché, il se renouvelle par lui-même. C'est-à-dire qu'il se renouvelle par le bas et par les gens qui, chaque année, passent de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, ça peut arriver à tout âge. Ne crois pas que je ne suis pas en train de faire référence au mec qui a 17 ans et qui l'année d'après a 18 ans. Je te parle d'un transfert ou du moment où une personne commence à réellement être autonome. Ça peut arriver à tout âge. Il y a des gens qui sont autonomes à 15 ans, il y a des gens qui sont autonomes à 35 ans, il y a des gens qui ne seront jamais autonomes. Ça, c'est pas grave. Je ne juge pas. Tu as le droit d'être autonome plus tard, c'est pas grave. Et l'autonomie, je ne la place pas non plus que sur les finances. Une autonomie générale. Bref, un marché, ça se renouvelle. Puis tu sais, tous les ans, il y a des malades. Donc ça revient à dire ce qu'il a dit. En gros, l'année d'après, il n'y aura jamais plus de malades. On n'éradique rien dans la vie. On déplace des problèmes, on les modifie, mais on n'éradique pas. C'est pas parce que tu vas soigner une maladie complètement et qu'elle va disparaître qu'il n'y aura pas de nouvelles maladies qui vont arriver. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y aura toujours des docteurs, comme il y aura toujours des gens qui auront des problèmes de sommeil. Donc, son argument de le renouvellement de l'entreprise et chaque année tu recommences de zéro, j'ai envie de te dire, c'est dans presque tous les métiers. Justement, c'est un défaut de vision que de parler comme ça. C'était à toi à amener ça sur le tapis et à régler ce problème-là. Ça faisait partie, à mon avis, des rôles qu'ils attendaient sur des gros investisseurs comme toi. Mon avis. Par contre, effectivement, le point sur les marges, l'optimisation, le déploiement, l'internationalisation, là, effectivement, voilà, ça demande plus d'études. Et voilà, là où Delphine a raison aussi, c'est qu'on aurait pu être plus indulgent en faisant une contre-offre. Ils sont allés jusqu'à 15, tu vas à 20, on se tape dans la main. Voilà, là, je pense qu'il y avait différents problèmes à différents niveaux, notamment, entre autres, un produit quand même what the fuck, qu'il faut arriver à gérer, qu'il faut appréhender. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Bref. Je pense que de toute façon, comme elle l'a dit à la fin Catherine, quand ils seront rachetés 300 millions d'euros, on en entendra parler et on se rappellera de cet événement. En tout cas, nous, dans la famille des investisseurs, on ne les oubliera pas. Force à eux.
Franchement, bravo. Moi, je reste sous le coup de ce refus héroïque parce que vraiment, il y a énormément de gens aujourd'hui je dirais qu'il y a 95% des gens qui sont incapables de refuser ce genre de proposition, même si au fond d'eux, ils savent qu'ils se font manger. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Pour moi, c'est dans la lignée de toute cette émission. Inspire-toi vraiment de ces deux-là. Il y a vraiment des choses à apprendre dans cette émission. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Si tu n'es pas capable de faire ce choix-là pour tes clients, tu ne seras jamais capable de le faire pour toi-même. Et à l'inverse, si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, tu ne seras jamais capable de le faire pour tes clients. Fais preuve dans ta vie de courage, parce que c'est ça dont on parle ici, de courage. Et le courage, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ça se travaille. Tous les jours, tu as l'occasion d'être courageux. Tous les jours, tu as l'occasion de faire quelque chose qui soit peut-être un petit peu fou pour toi à tes yeux, mais qui te mettra dans une position où tu vas prendre confiance en toi, où tu vas développer ce courage qui va te permettre, le jour où une chose comme celle-ci se présentera devant tes yeux, de prendre la bonne décision. Parce qu'ils ont pris la bonne décision. Merci à toi d'être présent jusqu'à la fin de cette émission avec moi. Merci de m'avoir laissé un commentaire sur Apple Podcast, sur l'application où tu m'écoutes. Merci d'avoir pris mon livre Devenir riche sans argent. Merci d'avoir intégré le programme 1 million. Merci d'être là pour cette nouvelle année 2021. Merci, merci, merci. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!